ce qui me frappe, les trois exposés qu'on a eus, c'est que le vôtre et les deux précédents, c'est ce lien entre cette critique des modernes et la durabilité d'une part, et d'autre part un élément dont on parle très peu, c'est l'enjeu de la tension entre le normatif et d'autre part l'enjeu de la négociation, parce qu'on parle de plus en plus d'urbanisme de négociation, mais à un certain moment, évidemment, on pourrait perdre l'équité ou l'égalité en droit, du moins, si on ne fait pas ça. Et le dernier cas, l'avant-dernier cas que vous avez montré, où on permet à un paysan de rentrer dans la négociation, il est en quelque sorte privilégié par rapport à d'autres qui ne le seront pas. Donc, à un certain moment, ça pose quand même des limites, surtout si on part sur des plus grands ensembles. Donc, c'est un problème qui m'a frappé dans les trois dernières, la vôtre et les deux précédentes, c'est le problème de la norme. Parce qu'en même temps, on a des lois à respecter, même si je suis favorable et je suis professionnellement souvent amené à pousser la négociation et l'échange pour trouver un compromis au-delà de la norme, mais en même temps, ça reste tout de même un problème sérieux. Et donc, j'aimerais bien que vous abordiez cette question par rapport à la complexité que vous avez apportée. Il me semble que Bruxelles est exemplaire en matière la région de Bruxelles-Capitale est exemplaire en matière de négociation avec les contrats de quartier. Chaque fois que je peux, je fais venir en France des gens qui sont impliqués dans les contrats de quartier à Bruxelles pour qu'ils expliquent finalement comment, intelligemment, pas à pas, avec des attitudes de très grand pragmatisme, on réussit à faire évoluer la ville existante. Donc la négociation, je suis sûr que vous la connaissez parfaitement. Oui. La négociation dans les projets de mon atelier est présente depuis toujours. Bon, je n'ai pas abordé ce côté-là, mais la négociation est présente depuis toujours à toutes les échelles. Je suis passé très vite sur le fort d'Aubervilliers tout à l'heure, et j'ai parlé du conseil de citoyens témoins. À cet endroit, comme à d'autres endroits, elle est omniprésente, avec la société élargie. Sur certains sujets, le prisme se referme, notamment celui qui est lié à l'activité économique. Et pour ça, nous, on utilise une procédure qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt, qu'on appelle l'AMI. Et on essaie de trouver des partenaires intelligents pour répondre à une question que nous, quand je dis nous, c'est maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, n'avons pas réussi à répondre. Tout à l'heure, j'ai montré une image de Dominique Voynet et des murs à pêche de Montreuil. On réintroduit dans les murs à pêche de Montreuil de l'horticulture. Il y a des secteurs qui sont suffisamment importants pour que les horticulteurs aient l'espace nécessaire pour faire leur métier et en vivre. Et il y avait des secteurs trop petits. Sur ces secteurs trop petits, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Donc l'intitulé était simple. La ville possède des terrains à vocation agricole dans les murs à pêche. Avez-vous un projet pour ces terrains-là ? Et les réponses ont été magnifiques. Il y en a un qui a dit je fais des plantes, j'ai besoin de planter des plantes tinctoriales, c'est-à-dire des plantes qui font de la couleur, parce qu'il est marchand de couleurs à Montreuil. Il voulait faire une fête de la couleur. Il y en a un autre qui voulait faire une fête de la bière, donc il voulait planter du houblon, il est brasseur. Il y en a un autre qui voulait faire mettre des abeilles. Et le dernier, c'est le plus émouvant, c'est de l'osier. Et dans les murs à pêche de Montreuil, il y a une population de tziganes et de roms qui est installée depuis longtemps et qu'on va laisser sur place. On va les aider. Et finalement, les tziganes qui viennent faire de l'osier, finalement font la boucle de leur histoire, puisque le canage est un de leurs grands savoir-faire. Donc, pour ce type d'activité-là, c'est sûr que l'on n'est pas dans l'équité totale, mais en même temps, on ouvre le champ
en disant quels sont les projets que vous pouvez proposer, et on retient ceux qui sont les plus adaptés. Merci. Philippe Druon, urbaniste et président de l'association des urbanistes en Pas-de-Calais-Picardie. Je voudrais vous poser la question de la maîtrise d'ouvrage. Il semble que vous avez eu deux types de projets, des projets dans lesquels vous avez eu les coups des franches pour pouvoir intervenir, même sur Montpellier ou le sillon rhône-alpin, et puis peut-être aussi Val de Reuil, où vous avez eu l'écoute d'un maire, et puis voilà, et d'autres sur lesquels le projet est certainement beaucoup plus ficelé parce que vous rentrez alors peut-être dans le normatif, dans des projets sur lesquels vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que voilà. Alors quelle est votre position, vous qui avez développé une partie sage et philosophe en début de propos, dans lequel vous donnez de la valeur et du sens au projet urbain en rappelant les contingences sociales, ce qui donne d'ailleurs beaucoup de sens à nos métiers. Et voilà, comment vous voyez est-ce qu'il y a des moments où vous refusez d'intervenir parce que vous sentez que vous n'allez pas pouvoir vous exprimer, et est-ce que vous avez un préalable, un prérequis qui est un prérequis d'expérimentation sociale ou de liberté de création? Ça a dépendu des époques. Quand je travaillais dans les années 90, dans le monde rural, je ne disais jamais que j'étais écologiste. Parce que dire ça dans le monde rural en France, c'est se griller. Les choses ont un peu changé aujourd'hui, mais je faisais mon travail, il était accepté par les élus, et 10 ans plus tard, ils réalisent que finalement, on leur a fait ce que l'époque d'aujourd'hui demande. Quand aujourd'hui les choses sont différentes, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a moins de confiance. Il y a quelque chose qui se passe autour de la question de l'environnement qui rend les choses plus compliquées aujourd'hui. Comme s'il y avait une part d'irréalisme à la question environnementale. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque c'est tout sauf ça, c'est extrêmement pragmatique. Je pense que j'ai la chance d'être invité par des maîtres d'ouvrage qui savent le travail que je fais, et du coup ils ne me mettent jamais en situation compliquée. C'est plus vrai pour le projet urbain que pour le projet architectural, où il m'est arrivé de quitter des projets. Parce que je voyais très bien que toutes les décisions qui étaient prises par les maîtres d'ouvrage allaient à l'encontre de tout le travail que l'on avait fait. Alors ça, c'est pour la relation avec le maître d'ouvrage, on va dire basiquement. Après, il y a à nouveau la question de la norme et de la confiance. Je fais souvent les choses hors normes. Je peux faire des bâtiments publics qui ne sont pas chauffés, par exemple. Du coup, je dois mettre un poêle à bois, mais il n'y a pas de DTU pour un poêle à bois dans un bâtiment public. Je fais de la ventilation naturelle, mais il n'y a pas de DTU pour la ventilation naturelle. En tout cas, c'est mal considéré, etc., etc. Donc ça demande, en fait, une très grande proximité avec le maître d'ouvrage. Puisque, au bout du compte, c'est lui qui porte ça. Ça demande une vraie confiance. Mais cette confiance-là, elle existe. Je pense vraiment que les maîtres d'ouvrage, aujourd'hui, s'ils ont envie de faire ce travail, ont besoin d'être rassurés. Donc ça veut dire une bonne équipe. Une vraie bonne équipe. Pas que l'architecte urbaniste. Une vraie bonne équipe qui tient jusqu'au bout et qui explique la raison des choix. Et quand la confiance est là, les maîtres d'ouvrage vont extrêmement loin. Ils vont peut-être plus loin dans le monde rural que dans le monde urbain. Il me semble que dans le monde urbain, il y a une sorte de culture du projet qui a évidemment de très bons côtés. Mais vraiment, un maître d'ouvrage qui n'a pas une culture du projet urbain, c'est compliqué. Mais cette culture a aussi des limites. On vous dit qu'on sait faire et que c'est comme ça. Alors que dans des contextes où la confiance fait le lien entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, on peut aller plus loin. Et puis il y a aussi le fait que dans des situations moins denses, finalement, il y a une plus grande capacité à maîtriser son environnement que dans un contexte urbain dense. En fait, tout se joue d'une certaine façon d'une histoire à l'autre. Mais même sur Passé, qui est une commune de droite de cette métropole si socialiste qu'est Rennes, on leur a fait en 96 ce qui allait devenir le Grenelle. Et ils en sont ravis, et nous aussi. Oui, bonsoir, Thierry Barthes, l'agence de développement des urbanistes
l'île métropole et puis un petit peu la coopération interterritoriale. Je vous avoue que je vous ai écouté avec attention, mais que je reste un petit peu sur ma faim parce que j'ai l'impression que beaucoup de ce que vous avez dit nous concerne, mais aussi beaucoup ne me semble pas correspondre à la réalité qui est celle de notre territoire. Moi, j'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être, que la question de l'équité territoriale dans le territoire qui est le nôtre est d'abord une question urbain-rural. Il y a sûrement un aspect urbain-rural, mais il y a surtout tout ce qu'on a beaucoup de peine à définir entre l'urbain et le rural. Vous avez dit que les communes de moins de 10 000 habitants étaient rurales. Je voulais que je vous cite une série de communes de moins de 10 000 habitants ici, dont on pourra dire entre nous que la ruralité est assez limitée. Moi, je pense surtout qu'on a un territoire qui a à gérer les conséquences de deux catastrophes au sens étymologique du terme, l'industrialisation d'une part et la désindustrialisation d'autre part. Et qu'aujourd'hui, l'équité territoriale, elle se pose d'abord entre des territoires qui sont complètement socialement en déshérence, qui sont parfois proches des centres, parfois très éloignés des centres, mais qui sont en tout cas dans le tissu aggloméré, et puis des parties du tissu aggloméré qui, peu ou prou, accèdent à des formes de modernité, y compris des formes de modernité écologique et autres. Mais les problèmes d'empreinte écologique dans certains quartiers HLM, les questions d'empreinte écologique dans certains territoires hérités de l'industrie minière ou textile, nous semblent être d'abord les territoires ont besoin d'équité territoriale. Alors, j'aimerais bien vous écouter sur ces questions et pas simplement sur l'urbain-rural. Je suis certain d'avoir dit que dans les communes de 10 000 habitants, il y en avait qui étaient agglomérées. Et vous vous souvenez de l'autre chiffre qui montre que même quand on s'arrête en dessous de 10 000 habitants, on est à 53% de la population. Non, mon propos n'est pas de dire que les métropoles n'ont pas de sens, elles ont du sens. Mon propos est de dire que s'en tenir à la métropole, c'est lui tirer une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est se rendre totalement dépendant, sans conséquence, sans retour possible de l'alentour. Vous dites qu'il n'y a pas d'agriculture. Moi, je suis prêt à... Ah non, je n'ai absolument pas dit ça, au contraire. Mais vous avez dit que c'est pas la question qui se pose à vous. Je suis prêt à passer une journée entière avec vous et on fait le tour. Et évidemment, autour de l'île, c'est moins que dans l'ensemble de l'Eurométropole. Hein. Mais il y en a partout. Bien évidemment, et on en tient compte, mais la question... Alors, après, ce que je vous posais comme question, c'est est-ce que c'est la question... Pour nous, ça ne paraît pas être, à tort ou à raison, être la question première, mais la question première, c'est l'équité territoriale entre les territoires urbanisés. Donc, que vous soyez héritier d'une situation complexe, je pense que tout le monde le sait. Et vous réussissez à dépasser cette complexité, on le voit bien. La façon de réinvestir le patrimoine, comme ici, est exemplaire. Je ne sais pas si je vais répondre comme vous le souhaitez que je le réponde, mais je pense vraiment que l'identité, c'est un projet. C'est pas un héritage. Et que ce qui fait l'avenir d'une métropole, c'est le projet qu'elle se donne. Bien sûr, il y a une part d'héritage. Mais ce n'est pas la seule gestion intelligente de l'héritage qui fera que vous serez prêt au XXIe siècle avec tous les soucis du XXIe siècle, tels qu'ils se donnent. Et je pense que la question de l'équité des territoires est indispensable pour qu'une métropole comme la vôtre tienne debout demain. Après, on peut aller parler des quartiers, si vous voulez. Ça, c'est le travail. Et sur la question de l'équité qui ne se donne pas aujourd'hui à l'échelle du territoire comme un enjeu premier, ou en tout cas que l'on essaie de résoudre avec un tram ou avec une voirie de plus, il me semble plus important de réinterroger ça. Mais cela étant, allons dans les cités, évidemment. Raphaël Alessandri, Mission Bassin Minier. Moi,
Donc Thierry, j'entends ce que tu dis, c'est vrai que, mais par contre, moi je trouve que ça résonne, enfin la présentation qu'on a eue là, par rapport alors plus spécifiquement ce qui se passe dans le bassin. Malgré ce qu'on peut imaginer, un territoire très anthropisé, la prégnance et la permanence du tissu agricole à la fois en lisière mais surtout interne au territoire, c'est extrêmement important pour de prendre en compte ces vides. Pour l'instant, quand on regarde les SCOT du bassin minier, c'est vrai qu'il y a cette notion de frange nord, de frange sud, et quand on zoome, on a du mal à zoomer après. C'est-à-dire qu'on considère que des poches agricoles en milieu urbain sont finalement des poches à urbaniser, et que ça fait partie de... Quand on raisonne à la grande échelle, on se dit, c'est de l'urbain, ça n'a pas de valeur, c'est un vide, il faut l'urbaniser. Et par contre, là, ça nous donne aussi l'occasion quand on zoome sur des projets à l'échelle communale, de petites communes qu'on a de 2000, 3000 habitants, la question se pose différemment, à la fois sur les questions de préservation du paysage, et puis du rôle de ces vides comme aussi valeur économique et de développement, et la question de l'agriculture urbaine et périurbaine dans le bassin minier, et le lien entre alors, c'est pas le rural et l'urbain, mais on a du rural dans l'urbain beaucoup chez nous, et je pense que les présentations et les réflexions qu'on a eues là, moi en tout cas ça m'interpelle sur la manière à la fois de préserver le paysage dans le cadre de la démarche UNESCO, sur toutes ces zones tampons qui sont des zones beaucoup agricoles, parce qu'on voit les terrils, on voit les cités, mais il y a tout ce qui est autour et qui sont les crins en fait de cet héritage. Il y a des cités minières qu'on appelle la cité des brebis à Bully, Grenay, Mazingarbe, où je vois encore des photos d'archives où on voit le terri 58 avec des brebis autour, un berger, et puis les cités minières. Donc c'est tout cet entre-là entre les bourgs préexistants, les cités minières et l'agriculture qui est extrêmement... Donc voilà, c'était juste une remarque comme ça sur le territoire du bassin minier, qu'est-ce que je connais le mieux. Et par contre, j'avais une question sur le travail fait dans le cadre de la vallée de la Durance, que je trouve très intéressant, et de savoir s'il y a eu quelle déclinaison, par exemple, est-ce qu'il y a eu des déclinaisons en termes de planification, soit dans je sais pas s'il y avait des SCOT là, finalement on a envie de quel arbitrage a été fait entre la volonté d'un corridor fort autour d'un tram-train, et puis par contre une pollinisation plus fine du territoire. On s'en est où sur le... Est-ce qu'il y a eu des arbitrages de fait, justement ? Juste avant de te répondre sur l'absence d'arbitrage, agriculture urbaine, c'est tout sauf du jardin familial. Il y a une espèce de romantisme autour du jardin familial qui fait penser à certains paysagistes, voire des aménageurs, qu'ils ont réglé le problème en mettant quelques jardins familiaux. Alors le jardin familial, en moyenne en France, c'est grosso modo 170 mètres carrés, et il rapporte un peu plus de 500 € par an. Il y a un faux bruit qui court qui dit que c'est 1000 € par an, et c'est 500 € par an. Ce qui veut dire que le jardin familial, c'est d'abord du lien social, c'est du bien-être personnel, c'est le plaisir de manger ce qu'on produit, mais ça ne donne à manger qu'une très petite partie de l'année, et surtout ça ne sert qu'à, on va dire en général, aux retraités qui le fait. Donc l'agriculture, c'est bien autre chose. C'est un vrai enjeu économique, profondément économique, compliqué en ville. La garantie de sécurité de la production agricole en ville, c'est pas rien. On voit des images imbéciles de paysagistes reconnus et avec tous les diplômes et tous les prix qu'on veut qui montrent des parcs publics avec de la production horticole. C'est de la foutaise. L'enjeu est économiquement sérieux et compliqué. Voilà. Bon. Sur la Durance, tristesse. Ils ont produit un livre avec Gênes, avec Athènes et avec Barcelone, parce qu'il y avait un programme européen sur des métropoles autour de la Méditerranée, et du beau travail qui a été fait par Seki Vigano, par Marcel Smets et par mon équipe, rien. La seule chose qui s'est produite, et qu'on avait proposé nous, c'est la Durance à vélo. Et je ne suis pas certain que ça existe aujourd'hui.
On avait réussi à mettre la pression sur l'EDF, au moment où l'EDF savait qu'elle allait devoir renégocier les droits d'électricité, puisque tout ça passait dans le champ de la concurrence européenne. Et pour se faire bien voir, ils ont accepté l'idée qu'il pourrait y avoir des vélos sur le bord du canal de la Durance. Pendant 1 an, le paysagiste qui était avec moi a été consulté, mais après, rien. Donc ça fait partie de ces études, mais quand on l'a vu arriver, on s'est dit, mais quelle intelligence, quoi. Une région lance une étude en interdépartement avec une dizaine de parcs nationaux qui étaient concernés. Enfin, tout le début était intelligent. La fin, c'est le problème qu'on connaît tous, qui était responsable de l'étude, qui avait intérêt à la porter et pas à la porter finalement, et puis voilà, c'est tombé à l'eau. Il y avait des Scots, et des petits Scots. Il y avait des maires qui refusaient de rentrer dans des logiques intercommunales, comme le maire des Mets, là. Vous avez vu cette image où petit à petit le lotissement grignotait au pied des roches. Voilà. Ça n'a pas bougé. Tristesse. Alors que la région PACA, et bien plus qu'on ne le sait, a une politique de développement durable intelligente. Mais sur ça ne s'est pas fait. On n'a pas encore reçu beaucoup de questions de l'autre côté de la frontière. Peut-être quelqu'un qui est inspiré à des questions spécifiques par rapport à, par exemple, la problématique de la ruralité. Généralement, les urbanistes en Belgique trouvent, par exemple, que le Belge moyen n'aime pas la ville. Et rejette son idéal de vie, c'est la campagne. Un peu à l'encontre de ce que vous dites par rapport aux métropoles où on focalise tout là-dessus. Généralement, on voit le contraire quand on est occupé avec l'urbanisme. Mais je préférais que les amis belges posent encore quelques questions, s'ils veullen bien. Hebben jullie nog enkele vragen in petto? Of bent u voldaan met... En France, les choses changent parce que la population dans le monde rural grandit de la même manière que la population dans les villes. Ça fait 2 ans que ça s'est inversé, grosso modo. Donc le mouvement est aussi en train de changer chez nous. Pour 1000 raisons, mais voilà. En tout cas, le mouvement est maintenant comme ça. Je pense que il n'y a plus personne qui a des questions. Je pense que la soirée était intéressante et je pense aussi que la fatigue doit y être aussi. Je vous remercie et j'ai appris moi-même aussi beaucoup de choses. Je vous en remercie vraiment.